Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce lancement du rapport de recherche intitulé Portrait des reprises de logement au tribunal administratif du logement en 2021, de la demande à la décision. C'est un rapport qui est signé par Renaud Goyer, qui est professionnel de recherche et chargé de cours à l'Université de Montréal, et par Pascal Dufour, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Alors, euh, Aujourd'hui, en fait, on va d'abord faire les deux auteurs, Renaud et Pascal, vont nous faire une présentation de ce rapport. Ça va être suivi d'une discussion en compagnie de deux experts qui sont Xavier Leloup, qui est professeur à l'INRS, et Martin Blanchard, qui est co-porte-parole du regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Et ensuite, ça sera suivi d'une période de questions et de discussions avec les personnes participant à la rencontre. Je vais commencer très rapidement. C'est surtout Renaud qui va vous présenter les résultats de la recherche. Mais moi, je voulais simplement mentionner que l'idée de cette recherche-là est venue d'un groupe, d'un regroupement en logement qui est membre du FRAPRU et qui est membre de l'Observatoire. C'était le FRAPRU à l'époque, il y a quelques années. Et dans les discussions qu'on a eues en équipe, ils nous disaient, ben, on manque de données pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces reprises et les évictions. Et donc, on a pris la balle au bon et on a essayé, grâce au soutien financier de l'Observatoire, dans une première phase, de creuser cette question. Et donc, avec Renaud, on a cherché quels étaient les meilleurs moyens de rentrer dans cette question-là, sachant que les groupes eux-mêmes et les regroupements eux-mêmes avaient déjà beaucoup de données, mais pas forcément des données systématiques, on va dire, parce qu'elles étaient basées sur les personnes qui venaient porter plainte chez eux ou qui se référaient à elles. Et là, on est parti des données du tribunal administratif du logement. Donc, c'est pas exhaustif à 100%, mais disons que ça nous donne quand même un portrait statistique relativement complet, je crois. Et comme Renaud va l'expliquer, on n'a réussi à faire qu'une année pour l'instant, mais on espère faire plus par la suite. Donc voilà, Renaud, si tu veux prendre la suite. Oui, bon, donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, justement, pour rebondir, là, c'est ça, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une première année qu'on a décidé d'analyser, qui est celle de 2021, dans le fond, mais notre projet, c'est de faire de continuer cette analyse-là sur plusieurs années, puis c'est ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, là, en compagnie du RICLAC, entre autres, pour étudier à la fois les reprises, mais aussi, si on est en mesure de le faire, d'étudier aussi les évictions. Donc, c'est une année qu'on présente dans le rapport, mais il y a donc d'autres rapports qui s'en viennent par rapport à ce sujet. Euh, je vais, je vais partager, non, Stéphanie, mon écran pour le petit PowerPoint. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça fonctionne. Ben là, il n'est pas en diaporama. Là, je vais juste le mettre. Hum, ça, bon, est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas passer en revue tout le rapport. Là, ça va être trop long. Puis aussi, comme c'est un rapport qui est basé sur beaucoup de statistiques, ça serait comme très ardu comme écoute. Ce que je vais vous présenter plus, c'est des conclusions qu'on a tirées suite à l'étude des statistiques. Mais évidemment, il y a un détour par les statistiques elles-mêmes. Là, j'en ai gardé quelques tableaux. Puis aussi, évidemment, vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça veut dire comme projet. Donc, avant de commencer sur le rapport lui-même, peut-être un élément de définition là, pour ceux qui seraient moins comme euh, euh, au courant des différentes terminologies qu'on utilise. Là, dans les reprises de logement, ils font partie de ce qu'on appelle des expulsions résidentielles forcées, généralement.
Donc, il y a plusieurs types d'expulsions résidentielles, là. Il y a des directs comme la reprise de logement ou celles qui sont forcées, puis il y en a qui sont aussi indirectes. Par exemple, il y a des gens qui doivent quitter leur logement parce que les prix ont augmenté dans le quartier ou parce que les augmentations de loyer finissent par être trop élevées. Là, on va dire que la gentrification ou d'autres processus aurait causé l'expulsion. Mais là, ici, nous, on a voulu s'intéresser aux expulsions résidentielles plus forcées ou directes où, dans le fond, le propriétaire demande ou s'organise pour faire quitter les locataires. Donc, il y a donc une différenciation qu'il faut faire entre différents processus là, qu'on voit dans les journaux, dans les différents types d'expulsion dans les journaux. Donc, les reprises de logement se distinguent par rapport aux autres parce que, dans le fond, c'est le propriétaire qui veut reprendre un logement pour lui-même, là, c'est-à-dire qu'il va expulser un locataire pour s'y loger ou y loger un membre de sa famille proche. Puis généralement, si le locataire s'oppose à la reprise, mais le propriétaire peut demander l'autorisation du tribunal pour forcer l'expulsion. C'est ce que nous, on a étudié. Ce qui est différent aussi des évictions. Là, dans le cas d'une éviction, le motif de l'expulsion, c'est plus des changements, soit dans l'affectation ou dans la taille des logements d'un immeuble là, ou des rénovations qu'on veut effectuer. Puis donc, le propriétaire va vouloir évincer les locataires qui sont occupants. Généralement, si les locataires s'opposent à l'éviction, là, contrairement aux reprises, c'est eux qui doivent introduire un recours au tribunal et pas le propriétaire. Ce qui va peut-être changer avec l'adoption de ce projet de loi dans les prochaines semaines. Puis aussi, il faut distinguer ce processus-là, de ce qu'on entend aussi souvent, là, les rénovictions. Là, c'est un mot valise qui est utilisé par les journalistes pour parler des expulsions résidentielles. Mais généralement, les comités logements préfèrent utiliser rénoviction pour des processus spécifiques qui sont ceux de propriétaires qui effectuent des travaux abusifs ou qui mettent en péril la salubrité des lieux, puis qui forcent les occupants à partir. Donc, c'est les travaux qui forcent l'occupation. C'est pas un processus judiciaire ou une entente entre le propriétaire et le locataire. C'est que dans le fond, et donc ça serait plus typiquement de rénoviction, mais peut-être que tantôt, Martin pourra spécifier aussi qu'est-ce que lui voit par rapport à ça. Dans les reprises de logement, dans le fond, ce qui est en termes de droit, là, face au tribunal administratif du logement, ce qui est en jeu, en fait, ce qui rentre dans la balance, c'est le droit de propriété, hein, de jouir de sa propriété des propriétaires face au droit de maintien dans les lieux qui est garanti dans le Code civil au Québec pour justement protéger ou rétablir un rapport de force plus équitable entre les propriétaires et les locataires. Le droit au maintien dans les lieux, ça vient limiter le pouvoir du propriétaire d'expulser des locataires parce qu'il trouve qu'ils ne payent pas assez ou parce qu'il n'est pas satisfait de comment ils se comportent et tout ça. Et donc, ça amène le droit au maintien dans les lieux, ça force le propriétaire à respecter certaines règles pour reprendre un logement, donc, ou expulser un locataire. Il y a différentes des processus par lesquels ça peut se faire, mais là, dans ce cas-là, la reprise de logement, ben, le propriétaire vient mettre de l'avant son droit d'utiliser un logement dont il est propriétaire pour lui-même ou pour sa famille, puis justement mettre de côté le droit au maintien dans les lieux pour ce cas-là. Les reprises de logement dans les dernières années au Québec, d'après les statistiques que fournit le tribunal administratif du logement, sont en augmentation. Donc, il y a une dizaine d'années, il y en avait moins de 1000 reprises de logement qui étaient étudiées par le tribunal annuellement. Puis en 2021-2022, donc, les années des statistiques, les années de notre analyse ne concordent pas, là, mais pour l'année 2021-2022, ça serait plus que 2500 cas de reprise qui auraient été étudiés par le tribunal administratif du logement. Donc, c'est vraiment en augmentation par rapport même aux évictions qui sont aussi en augmentation, mais dont les chiffres ne sont pas aussi forts. Donc, nous, on a voulu, dans le fond, étudier comment le tribunal légitimait, dans le fond, une expulsion résidentielle à travers le processus de reprise de logement. On a voulu regarder quelles étaient
les décisions du tribunal par rapport à ces reprises-là, quelle justification il donnait. Parce que, entre autres, les acteurs collectifs dans le domaine du logement estiment que les reprises de logements de mauvaise foi, c'est un phénomène qui est important, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent utiliser l'excuse de la reprise de logement pour expulser un locataire, mais finalement, c'est ni eux ni leur famille qui va habiter le logement. Le logement va être loué à quelqu'un d'autre et évidemment plus cher. Donc, il y a même le RECLAC, d'ailleurs, en fait, je me semble que c'est le RECLAC, là, ou le comité logement participatif, mais ça aussi, Martin pourra me corriger, mais avait fait une enquête sur ces questions-là, puis la présence de mauvaise foi, c'était quelque chose qui était quand même assez inquiétant selon les groupes. Donc, nous, on a voulu voir, dans le fond, si cette idée de reprise de mauvaise foi est présente, comment le tribunal traitait ce dossier-là. Donc, ce qu'on a fait comme enquête, dans le fond, c'est qu'on a pris les décisions de reprise de logement de l'année 2021 à travers une recherche dans le moteur de recherche Sokige sur Internet. Donc, on a inscrit le mot reprise, dans le fond, puis on a téléchargé l'ensemble des décisions qui contenaient le mot reprise. Puis, on a analysé ces décisions-là. D'abord, on s'est assuré que c'était bien des décisions de reprise, ce qui a fait qu'on est passé d'à peu près 1600 décisions recensées à autour de 1200 décisions qu'on a analysées, 1220 pour être plus précis. Ce qu'on a fait dans un premier lieu, c'est qu'on a sorti des données nominatives de ces décisions-là. Toutes des données qui n'ont pas nécessairement été analysées dans le rapport, mais dont plus tard on pourrait se servir pour certains enjeux. Donc, évidemment, le numéro de dossier, la date de l'audience, mais aussi le bureau, le juge en question du tribunal qui était affecté à cette décision-là, à cette audience-là. Qui était le demandeur, qui était le défendeur? Évidemment, les demandeurs, c'est toujours des propriétaires dans ces cas-là. Toutes les décisions où il y avait le mot reprise, où c'était le locataire qui faisait la demande, ont été mis de côté parce que généralement, c'était des demandes en reprise de mauvaise foi ou des enjeux de procédure qu'on n'a pas analysés parce qu'il n'allait pas statuer sur le projet de reprise. On a consigné s'il y avait la présence du demandeur à l'audience, la présence du défendeur à l'audience, des avocats, puis aussi toutes les données qu'on pouvait avoir sur le logement lui-même, donc sa grandeur, le nombre d'années où le locataire habitait ce logement-là, le prix du loyer. Et on a même réussi, là, grâce à d'autres moteurs de recherche présents sur le site du TAL, là, de trouver les adresses de ces logements repris-là, du délai entre le dépôt de la demande, l'audience puis la décision. Puis évidemment, des éléments plus importants là, comme le bénéficiaire, le projet du propriétaire, puis quelle était la défense du locataire. Donc, c'est à la fois une analyse quantitative là, avec des nominatifs, mais on est aussi été chercher comme des éléments plus de discours dans chacune des décisions pour construire cette analyse des décisions-là. Assez rapidement, à la lecture des décisions, il nous apparaissait qu'on manquait un peu de contexte pour comprendre comment ça se déroulait, ce qu'il y avait dans ces décisions-là. Fait qu'on a décidé de compléter l'analyse des décisions par des observations d'audience. Donc, on a observé on a fait des activités d'observation au TAL pendant des audiences. À l'époque, on observait tout, mais assez rapidement, on s'est spécifié juste, on a dit on va observer des reprises. Ça a donné une vingtaine de cas de reprises. Puis là, ils ont servi un peu à contextualiser ce qu'il y a dans les décisions, mais aussi nous ont permis de tirer certaines conclusions par rapport au processus de l'audience lui-même, puis comment le juge prenait ses décisions. Voilà, il me semble que c'est ça. Oui. Ce qu'il faut aussi dire sur les décisions comme document, c'est qu'une décision, ça se présente comme la voix du tribunal sur le cas en question. Mais en fait, ce que c'est plutôt le compte-rendu du juge d'une audience.
OK? Et donc, c'est important de dire que ça apparaît comme comme si c'était une décision du tribunal, mais visiblement, c'est aussi le compte-rendu du juge. Et donc, ça passe à travers ses yeux. C'est le juge qui écrit cette décision-là. Et donc, c'est le cas à travers les yeux d'un juge. Donc, les données et les manières dont c'est mis en scène, c'est sûr que ça part de la perspective du juge. Comme, par exemple, les éléments de défense des locataires que je vais présenter plus tard. Souvent, les locataires ne vont pas mentionner exactement les mots que le juge met dans la décision, mais c'est lui qui interprète les interventions de chacun puis qui les met en mots. Donc ça, c'est important. Puis c'est l'observation qui a permis de voir ce décalage-là entre la prise de parole à l'audience puis ces mots-là dans les décisions qui parfois ne sont pas les mêmes, mais c'est parce que c'est l'interprétation du juge du déroulement de l'audience, ce qui est inscrit dans la décision. Donc, déjà, dans un premier temps, l'analyse montre que dans plus de 50% des cas, les demandes de reprise sont acceptées. Donc, par rapport à une fois sur 3 où ça va être refusé. Donc, si on ajoute le fait que l'audience va servir aussi à entériner l'entente, presque 2/3 des cas de reprise au tribunal vont être soit acceptés ou l'entente va être entérinée. Donc, il va y avoir une reprise. Le tribunal ne fait que venir justifier la reprise du logement par le propriétaire. Donc, c'est pour ça que j'écris que le tribunal agit comme confirmant l'essentiel des demandes puis donne préséance au droit de propriété puis à sa jouissance. Parce que même dans le cas où il y aurait, je pense que j'ai mis plus loin, là, c'est ça. Même quand il y a des avocats qui sont présents, ça joue très peu, puis dans les taux de présence des avocats, c'est à peu près un quart là, dans chacun. Ça ne joue pas beaucoup sur les décisions. C'est-à-dire que si le locataire est accompagné d'un avocat pour se défendre pendant une audience, il y a plus de chances que la demande soit refusée, mais pas beaucoup plus de chances. C'est-à-dire qu'il augmente un peu ses chances, mais c'est assez limité. Puis les taux globaux restent assez similaires. Aussi, ce qu'on a montré, c'est que les principaux bénéficiaires pour les demandes, c'est les propriétaires eux-mêmes. Donc, généralement, les propriétaires reprennent des logements pour eux-mêmes, dans la moitié des cas. Puis, dans presque un tiers des cas, ça va être pour leurs enfants. Sur les 1200, il y en a dans 186 cas, les propriétaires occupaient déjà un logement dans l'immeuble ou un membre de leur famille dans leur logement occupait déjà un immeuble. Puis dans 139 des 186 cas, la reprise a quand même été autorisée. Donc, on disait, je donne un exemple, par exemple, des propriétaires, surtout en période de pandémie, là, demandaient à reprendre un logement, même s'il était eux, ils occupaient un logement, un 5,5 ou un 6,5. Ils demandaient à reprendre un 3,5 pour y faire un bureau, par exemple, puis c'était accepté par le tribunal, même si c'est donc pour agrandir leur espace de vie, c'était aussi accepté, ce qui nous apparaissait un peu problématique. Mais évidemment, ils peuvent reprendre plusieurs logements dans un même immeuble pour eux et les membres de leur famille. Donc, des demandes multiples, on en a vu aussi beaucoup. Les logements qui sont repris sont évidemment beaucoup moins chers que le marché, là, à peu près 400$ par mois moins cher que ce que les enquêtes de la SCHL puis de l'Observatoire du Grand Montréal démontrent. Donc, c'est quand même assez important. C'est des appartements qui sont grands. Généralement, c'est des appartements de 2 chambres, donc en majorité, des appartements de 2 chambres avec des locataires qui habitent là depuis plus de 5 ans, généralement. Donc, ça aussi dans la majorité des cas. Puis, comme on le voit là, sur la carte, la grande majorité des logements repris se retrouvaient dans la région de Montréal. Puis dans la région de Montréal, ils se retrouvaient, là, c'est quand même petit, là, je suis désolé, mais on voit que c'est quand même dans l'axe des locataires, là, qui est l'axe central, Laval, Montréal, Longueuil. Puis on a un peu le sud-ouest là, qui est inclus. Mais généralement, c'est dans les quartiers centraux. Évidemment, c'est des quartiers à forte proportion de locataires, mais c'est aussi des quartiers à forte gentrification. Celui-là, je l'avais mal placé. Bon. Donc, ça, c'est les statistiques que j'ai aussi déjà. Mais ça, c'est les motifs ou les éléments contextuels
qu'on a relevés. Dans certains cas, c'est ici, les propriétaires se séparent. Il y a 8 cas où ça a été accepté. Donc, la séparation ne permet pas officiellement, selon le Code civil, de reprendre un logement, mais dans certains cas, le tribunal l'a accepté quand même. Et même, dans certains cas, le propriétaire a demandé une reprise de logement pour transformer un duplex en maison unifamiliale, ce qui devrait être une éviction pour agrandissement. Puis ça a été accepté aussi. Bon, c'est des exceptions, là, mais quand même, la loi mentionne. Ensuite, la défense des locataires. Donc, les locataires, quand le juge mentionne la défense, c'est-à-dire comme pendant le déroulement de l'audience, les premiers à parler, c'est les propriétaires qui présentent leur projet. Donc, c'est la crédibilité du projet qui va être analysée. Puis, comme on vient de voir, la crédibilité du projet, c'est assez facile à démontrer pour les propriétaires, là, dès qu'ils disent que ils ont des difficultés économiques ou ils ont l'endroit où ils habitent, ça coûte trop cher ou c'est trop loin de chez eux, la demande va être acceptée. S'ils reprennent des logements pour leurs enfants, ben, le seul élément qui pourrait faire que c'est refusé, c'est si les enfants ne peuvent pas témoigner de leur projet de vie dans ce logement-là. Puis même dans certains cas, c'est accepté quand même s'ils ne sont pas là. Donc, la présence d'un témoin n'est pas non plus... Un coup que le projet est présenté, ben là, le tribunal passe la parole aux locataires eux-mêmes qui vont essayer de dire pourquoi ils s'opposent à la reprise. Dans la majorité des décisions, les locataires ne s'opposent pas à la reprise, ils veulent un traitement juste de la reprise. C'est-à-dire qu'ils sont présents et ce qu'ils demandent, c'est que la compensation soit juste, qu'il y ait une compensation juste. Mais ça, je vais y revenir tantôt, là, et donc, ils sont là pour demander, et donc, c'est pour ça que ça finit par une entente, souvent, ces cas-là. Mais ensuite, ils peuvent aussi dire que, puis ça, c'est les deux raisons qui sont les plus mentionnées, mais évidemment, ça, c'est l'interprétation du juge, hein, c'est ce que dit le juge, c'est que le locataire mentionne que c'est soit une éviction déguisée, ou que la reprise est due à un litige entre le propriétaire et les locataires. Donc, dans à peu près un tiers des cas, un quart des cas, ces arguments-là vont être mentionnés par les locataires. Puis là, ici, j'ai mis les chiffres bruts, là, parce que je n'avais pas les pourcentages, mais les chiffres bruts de fois où le fait que le locataire mentionne que c'est une éviction déguisée ou que la reprise est due à un litige, si c'est accepté ou rejeté la demande par le juge. Puis là, on voit ici que dans le fond, même si l'argument est fait par le locataire que c'est une éviction déguisée puis qui explique pourquoi c'est une éviction déguisée, généralement en disant que le propriétaire lui a dit qu'il voulait faire des travaux ou que la demande va être quand même acceptée, là, dans le fond, à plus de 50%. Puis aussi, dans le cas où les parties sont en conflit, c'est quand même accepté. Donc, même la défense, les faibles cas où il y a une défense des locataires, le tribunal va quand même pencher pour l'acceptation de la demande. Les principaux motifs de rejet de la demande, bien, le premier motif de rejet de demande, ce n'est pas le projet lui-même, en fait. Oups, pardon. Okay. Je tasse les petites fenêtres avec vos visages pour pouvoir voir mes propres statistiques. Donc, la première raison pour laquelle le tribunal va refuser une reprise, c'est lié à la procédure ou au droit. Donc, ce n'est pas du tout la crédibilité du projet. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas effectué le processus de reprise, soit dans les délais ou soit en respectant le droit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse sa demande à un certain moment dans l'année. Il faut dans cette demande-là, dans la lettre qu'il envoie au locataire, il faut qu'il y ait certains éléments qui soient présents, comme le nom du locataire, le nom du locateur et le nom du propriétaire.
Et il faut qu'ils respectent aussi les délais pour la présentation de la demande, là, si le locataire refuse ou s'il ne répond pas. Ensuite, pendant l'audience aussi, donc, il va y avoir des problèmes liés à la procédure au droit, c'est-à-dire que le propriétaire doit être capable de prouver qu'il est unique propriétaire. Donc, on peut pas, les copropriétaires ne peuvent pas reprendre des logements pour eux, pour leur famille, à moins que ce soit un couple. Donc, il y a juste les couples qui peuvent le faire. Donc, il faut qu'ils prouvent ça. S'ils ne réussissent pas à le prouver, ben là, ça va être refusé. Puis ça, c'est l'essentiel des refus qu'on a étudiés. C'était des enjeux de procédure. Le deuxième, évidemment, c'est le rejet. Ça va être la crédibilité du projet ou du témoignage. Et généralement, ce qui va arriver, c'est que les témoins ne sont pas présents. Donc, je les ai mis ensemble, là, mais c'est vraiment les témoins ne sont pas au rendez-vous ou la personne n'est pas capable de. C'est des trucs, par exemple, quelqu'un qui reprend un logement à Sorel pour son enfant, mais qui étudie à Saint-Jérôme. Alors, pourquoi tu reprends un logement à Sorel si tu veux, alors que tu es aux études à Saint-Jérôme? Ça va être des éléments comme ça qui vont être étudiés. Mais dès que le projet, dans le fond, c'est le propriétaire veut y habiter ou il y a des problèmes financiers à payer sa maison ou le logement qu'il occupe présentement, ça va être accepté. Dans des faibles cas, donc 3% des refus, le tribunal ou le juge va mentionner la protection d'un locataire vulnérable. Donc, soit la loi qui protège de l'expulsion les locataires aînés, ou même dans certains cas, là, c'est très rare, là, mais le propriétaire veut reprendre un logement, mais le locataire, c'est une personne en situation de handicap, puis il y aurait une possibilité d'avoir de reprendre un autre logement, mais donc ils vont mentionner que c'est pour protéger un locataire vulnérable. Ça, c'est pour les rejets des demandes. Donc, en général, la reprise en tant que telle ou la crédibilité du projet n'est pas ce qu'on refuse. Donc, ce qui vient aussi alimenter l'idée que la seule manière de s'opposer à une reprise, c'est de trouver dans le projet du propriétaire un vice de procédure. C'est ça qui va être accepté par le tribunal. Sinon, ça va se rendre à la reprise elle-même. Dans le rapport, on mentionne aussi des éléments par rapport aux observations qu'on a faites qui viennent comme confirmer certains éléments statistiques. Donc, à la lecture de nos comptes rendus d'observation, le premier élément qui ressort, c'est que les juges favorisent la signature d'entente. Okay? Quand l'audience commence, les juges vont demander aux propriétaires de fournir des documents. Puis après ça, ils se tournent généralement vers le locataire puis ils demandent est-ce que vous vous opposez à la reprise? Alors, s'ils sont là, c'est parce qu'ils s'opposent à la reprise. Mais ils leur demandent encore une fois, puis ils demandent pourquoi est-ce qu'ils s'opposent. Et puis généralement, ils vont demander est-ce qu'il y a une entente qui est possible? Tu sais, dans le fond, si vous ne vous opposez pas, vous pourriez vous entendre. Et donc, si les parties sont hésitantes à signer une entente, les juges vont mentionner des trucs comme oui, mais là, si vous ne signez pas une entente, c'est beaucoup plus long. Là. Il faut faire l'audience au complet. On en a pour l'après-midi ou on en a pour l'avant-midi. Puis là, il y a des contraintes de temps qui vont être mentionnées. Tu sais, puis parfois, ça convainc les parties de s'entendre. Mais généralement, une entente, c'est favorable au propriétaire parce que la reprise va se faire. Et donc, il y a comme cette idée que les juges essayent puis même dans certains cas qui ont été observés, les juges vont rédiger l'entente pour les parties. Donc, le fait de s'entendre, puis il mentionne même que le tribunal a comme pour objet de faire de la médiation puis d'amener la bonne entente. Donc, il se justifie un peu par les règles du tribunal lui-même pour mettre ça en place. Deuxièmement, ce qu'on se rend compte, c'est que les juges sont beaucoup plus sensibles aux arguments économiques des propriétaires que des locataires eux-mêmes. Donc, quand le juge
demande son projet au propriétaire, les arguments économiques pleuvent. Là, c'est-à-dire, s'ils reprennent ce logement-là en question, c'est parce que c'est le moins cher. Et s'ils reprennent ce logement-là, c'est parce qu'il convient plus à ses besoins et qu'il ne peut pas se payer ailleurs. En tout cas, les arguments économiques sont super importants. À l'inverse, les locataires ne peuvent pas parler de leurs arguments économiques. Ils ne peuvent pas mettre comme dans leur défense là, face au projet du propriétaire, l'idée que la reprise va les vulnérabiliser au plan économique. Le fait ils peuvent pas dire que s'ils déménagent, ça va leur coûter plus cher, que le déménagement les coûts vont être élevés. Tout ça va être relégué à, à la compensation financière qui va être donnée par le tribunal pour la reprise. Mais ils ne peuvent pas se dire les problèmes économiques que ce projet-là va leur causer à eux. Et donc, les juges, en fait, il n'y a rien dans la loi qui empêche le juge d'écouter les deux parties sur ces questions-là. Mais comme ils sont pressés dans le temps, il y a juste ceux des propriétaires qui sont écoutés. Et donc, on laisse un peu de côté le projet ce qui va arriver pour les locataires eux-mêmes par la suite au projet. Le troisième élément qu'on a noté, c'est que les juges sont plus conciliants avec les propriétaires en ce qui concerne la procédure. Quand tu arrives au tribunal, tu as eu une audience, il y a eu tu as reçu une lettre, tu as été convoqué et tu devrais savoir qu'est-ce qu'il faut que tu amènes à l'audience. Mais dans plusieurs des cas où on a observé, les propriétaires avaient ni le bail, ni pouvaient prouver que c'était eux qui étaient propriétaires. Donc, ils n'amenaient pas soit de certificat de localisation ou des éléments qui viendraient prouver qu'ils sont comme les propriétaires de cet immeuble-là. Puis, dans la majorité des cas, même si ça apparaît comme un vice de procédure, là, il faut l'avoir pour l'audience. Les juges vont dire, ben, vous viendrez le porter cette semaine. On va entendre quand même la cause, mais vous viendrez le porter cette semaine. Donc, on donne des délais. À l'inverse, si les locataires n'ont pas les preuves tout de suite pour s'opposer au projet du propriétaire, ben, ils ne pourront pas aller les porter par la suite. Ils ne sont pas recevables. La décision va se rendre quand même. Donc, puis ça, on a été témoin de plusieurs éléments par rapport à ça où les propriétaires pouvaient s'organiser pour fournir les preuves avant le dépôt de la décision. Et puis donc que l'audience se fasse quand même. À l'inverse, les locataires devaient fournir tous les documents. Il y a même des locataires qui étaient forcés de fournir le bail, là, alors que c'est le propriétaire qui devrait l'amener. Et donc, ça créait des tensions si le locataire avait le bail et qu'il ne voulait pas le donner parce qu'il disait que le propriétaire devait le fournir lui-même. En tout cas, toutes sortes d'éléments qui ont été mentionnés par rapport à ça. Ce qui fait que c'est pas qu'on ait été témoin pendant nos observations de partialité, mais le processus judiciaire ou l'audience en tant que telle, puis son organisation, ben, facilite la vie aux propriétaires par rapport aux locataires, dans le fond. D'ailleurs, le projet du propriétaire est déposé, puis le locataire n'a pas du temps pour l'analyser, ce projet-là, et peut-être trouver les preuves pour venir s'opposer au projet. Dans le fond, le projet est présenté la journée même, puis il faut que le locataire soit complètement prêt à s'opposer au projet, dépendamment de ce qui est dit cette journée-là. Donc, souvent, ce qui va arriver, et c'est pour ça que dans la majorité des cas, c'est là où les reprises vont être refusées, les locataires mettent tout leur effort sur la procédure pour montrer que la procédure de reprise n'a pas été respectée. Parce que dans d'autres cas, l'audience, elle va faire que confirmer le projet du propriétaire. Donc, voilà. J'ai été un petit peu plus long, je pense. Est-ce que, Louis, est-ce qu'on a 2 minutes ou pas? Oui, encore même 3, je dirais. Renaud, si tu peux arrêter le partage d'écran. Ouais. Juste pour conclure, en fait, donc, comme on l'a mentionné au début, c'est vraiment une première étape pour nous, même s'il y a déjà des données qui sont
j'espère en tout cas exploitables pour les regroupements notamment et sur la place publique. Mais donc l'idée, c'est de continuer la recherche. Alors comment on compte continuer? On compte continuer en ayant plus d'années et en ayant aussi peut-être d'autres choses que les reprises de logement, donc les évictions notamment. Et en multipliant, on va dire, les années qu'on est capable de couvrir et aussi en refaisant des observations parce que ça permettait vraiment de venir qualifier de manière un peu plus nuancée aussi des processus qui se passent dans les audiences, qui ne sont pas forcément liés à de la malveillance individuelle des juges. C'est pas ça du tout qu'on a perçu et dont on a été témoin, mais c'est vraiment de la manière dont sont organisées les défenses des uns et des autres dans l'espace du tribunal administratif du logement. Je pense que c'est intéressant à creuser aussi cet aspect observation davantage. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux. Je vais maintenant passer la parole dans l'ordre, je crois, à Xavier Leloup et ensuite à Martin Blanchard, à qui on a demandé de faire quelques commentaires, observations sur la recherche, le rapport. Alors, dans un premier temps, ce sera Xavier. Alors, à toi la parole. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité, puis de féliciter aussi les collègues Pascal et Renaud pour le rapport. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu l'occasion d'entendre Renaud à un autre événement il y a une quinzaine de jours, donc j'avais déjà vu un petit peu un avant-goût de ce que c'était. J'ai regardé le rapport assez rapidement. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans dans tous les détails, mais je trouvais ça très important et très intéressant parce que je ne vais pas être trop long dans mes commentaires pour laisser de la place à la discussion, mais je pense que c'est vraiment un travail important parce on a besoin de travaux dans le sens micro-sociologique, on pourrait dire, sur les politiques du logement, je crois aujourd'hui plus que jamais. Euh, Parce que historiquement, dans les études sur le logement, on a beaucoup de grands cadrages sociopolitiques sur les politiques du logement et souvent sur ce qu'elles produisent en termes de volume, logement social et autres. Mais on sait, puis ça, je pense que le rapport met bien ça en évidence. Puis il y en a d'autres qui ont déjà fait ça. Je pense aux travaux de Martin Gaillet de l'UQAM, par exemple. C'est qu'on sait qu'entre ce qu'il y a écrit dans les politiques puis leur mise en œuvre, évidemment, il y a toujours un écart. Et puis ça, ce genre de travaux, ça nous permet de voir comment des politiques ou des dispositions de droits sont mises en œuvre par les acteurs et comment justement, on est dans le cadre d'un observatoire sur le profilage, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ce genre de domaine-là, mais comment justement il peut y avoir des inégalités qui se mettent en place au travers de la mise en œuvre, dans le fond, de dispositions légales ou de politiques, dans le fond. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important, je trouve ça vraiment intéressant. Je m'intéresse aussi au logement depuis de nombreuses années, puis je pense que c'est ça, je trouve que ça fait partie des travaux qui petit à petit s'écartent un peu, je dirais, du modèle plus général du travail sur le logement d'une façon très, très macro. Euh, Puis je trouve que ça se voit très, très bien dans le rapport parce que je vois que le droit, au-delà de l'aspect technique, je dirais premièrement juridique, légal, ça a vraiment on le sait, ça a aussi des effets, dans le fond, je dirais deux effets sociaux de deux ordres, là, tu sais, l'influence, dans le fond, des relations sociales. Et ici, c'est vraiment des relations sociales particulières, quand même, entre un propriétaire, un locataire, et autour d'un bien qui est quand même, il faut le rappeler, pas comme un autre non plus, là. Le logement, bon, c'est un bien essentiel. C'est le lieu de la sécurité, de l'intimité, de l'autoréalisation, une infrastructure importante au niveau social et du care. Et donc, c'est vraiment important d'étudier les relations qui sont, à mon sens, de plus en plus inégalitaires aujourd'hui
autour de ce bien, autour de cette propriété qu'est le logement. Et ça, on le voit un peu partout au Québec, ailleurs au Canada et dans le monde. Là, il y a toutes sortes de travaux qui émergent sur les relations entre propriétaires et locataires et qui s'inspirent de travaux parfois plus anciens. Et ça, je trouve que c'est important de le dire aussi. Donc, des relations qui ne sont pas anodines. Puis, je voudrais dire aussi qu'on voit au travers de ce qui est fait là, les travaux aussi sur les évictions ou l'insalubrité, le droit, c'est aussi du cadrage, hein. On cadre des situations, on qualifie des situations au travers plutôt d'outils du droit ou de moyens du droit. Et donc, je vais donner un exemple qui m'a un peu frappé dernièrement sur la crise du logement. Il y a un documentaire dont j'ai juste vu la bande-annonce qui sort là, pour l'instant sur les écrans, qui s'appelle Ma cité évincée. Et entre autres, à Montréal, il est interdit de faire du camping. Et il y a un itinérant, quelqu'un qui s'exclame, c'est pas du camping, c'est de la survie. Et donc, quand on dit qu'il est interdit de faire du camping, on réfère évidemment à quelque chose qui est socialement plutôt lié, je dirais, à une ambiance de vacances, hein, on part en camping. Mais dans le fond, c'est vraiment du cadrage qu'on fait parce que la personne, dans le fond, dans ce bref extrait, recadre, dans le fond, sa situation en disant non, non, mais moi, ce que je fais, c'est pas du tout du camping comme vous l'imaginez, d'aller camper sur le bord d'un lac ou dans les montagnes pour vous détendre, mais c'est vraiment de la survie, donc c'est tout à fait correct. Et on pourrait imaginer qu'il pourrait se construire une espèce de défense du droit. Et d'ailleurs, ce matin, dans la presse, on apprenait qu'il y a des personnes au travers d'une clinique du droit qui ont obtenu que l'on ne il n'y ait pas un démantèlement aujourd'hui de leur campement, mais qu'ils aient un peu plus de temps et puis qu'on essaye d'encadrer ça socialement parce que au-delà de ce cadrage, au-delà de ces relations, je trouve qu'il y a toutes les questions aussi de, justement, comme vous le dites très bien, ben c'est quoi la vulnérabilité indirecte que l'on crée ou non au travers de ces processus de droit qui paraissent neutres, écrits dans des textes rationnels, etc. Or, on sait évidemment depuis très longtemps que ce n'est pas le cas. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment important, c'est mon premier point. J'aurais peut-être juste un petit commentaire. J'ai trouvé très intéressant, je le voyais, qu'il y avait des différences de traitement, par exemple quand il y a une présence d'avocat ou pas. Je trouve que dans la situation actuelle où c'est très, très tendu autour des questions de logement, ça vaudrait le coup d'essayer de peut-être pousser un peu vos analyses, surtout si vous avez d'autres années, et d'y aller carrément pour des tests statistiques un peu plus poussés pour dire oui ou non, est-ce que cette différence qui est mineur, la taille de l'effet restera toujours le même, c'est-à-dire qu'il est très très marginal, mais est-ce que c'est significatif ou pas? Si vous pouviez démontrer que ce n'est pas significatif, ça vous ferait un argument de plus pour les politiciennes et politiciens en charge du logement, de dire, regardez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, je dirais que c'est un peu mon premier commentaire. Mon deuxième, je pense aussi que c'est important tout ça, parce que pour l'instant, on vit, on le sait toutes et tous, une situation très, très tendue là, sur le marché du logement. Et je trouve que ce que montre aussi le rapport, c'est qu'on sait par ailleurs que les besoins en logement sont finalement peu répondus enfin, on les prend peu en compte dans les politiques publiques, hein. Le logement social n'est pas spécialement un secteur qui se porte très très bien pour le moment. Et donc, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, c'est que c'est le privé qui répond dans le fond aux besoins du logement. Ça, on le sait déjà depuis longtemps, mais dans le fond, au Canada, on est dans un système très libéral en termes on dit de protection sociale, mais pour le logement, c'est encore plus vrai, puisque notre taux de logement démarchandisé est un des plus faibles, si ce n'est le plus faible de l'OCDE, des pays de l'OCDE. Et donc, c'est dans le fond, le privé qu'on fait reposer, dans le fond, la charge ou les espoirs de loger tout l'ensemble, ou en tout cas la plus grande partie de la population. Et je pense que ça aussi, par rapport à votre rapport, ce que j'ai peut-être moins vu, mais il faut vraiment réfléchir, et ce genre de rapport, et c'est un peu ce qui était déjà aussi implicite dans les travaux sur les évictions et le tribunal administratif du logement et des évictions, par exemple, c'est sur regarder, ou sur l'insalubrité, hein, donc les travaux de Martin Gaillet, il faut vraiment renforcer le contrôle des marchés, et ça, c'est un objet de politique publique
et que sur le marché du logement, c'est un des outils qu'en fait on mobilise relativement encore peu au Québec et au Canada, c'est la question de la régulation du marché. Il y a une certaine régulation au Québec, elle est déjà, je dirais, moins pire que dans certaines autres provinces canadiennes parce qu'il y a un code civil sur lequel on s'appuie. Mais je pense qu'il y aurait vraiment à réfléchir et aller plus loin. C'est vraiment mon dernier point sur vraiment la régulation du marché. C'est un outil de politique publique et décider de ne rien faire, c'est aussi une décision de politique publique. Et donc là, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Dans les autres provinces et ailleurs, on le voit. Ils commencent, bon, par exemple, je disais que finalement à Toronto, ils ont adopté le modèle d'un registre des loyers en demandant à Vivre en Ville, qu'il a mis en place au Québec, dans le fond, étendre leur plateforme, ou en tout cas d'implémenter leur plateforme à Toronto. Et donc, ça passe souvent par des registres ou en tout cas une réaction pour l'instant qui vient pas du secteur public, mais de la société civile, sur des éléments de régulation du marché. Je trouve que dans ce que vous mettez de l'avant dans votre rapport, ça devrait être un peu ça aussi, et je serais très curieux de voir et de tester auprès de certains décideurs, à partir de ce que vous avez fait, l'idée d'avoir qu'à partir du moment où vous avez une reprise du logement, là, ou une éviction, est-ce que vous pouvez, vous, tribunal administratif du logement, avoir un contrôle un peu plus formel sur ce qui va se passer après votre décision, que ce soit une acceptation ou non, mais surtout en cas d'acceptation. Est-ce qu'on peut imaginer que vous envoyez un inspecteur ou une inspectrice, ce qui coûterait peut-être cher, ou que vous mettiez alors aujourd'hui un flag sur l'adresse en allant voir, en se disant, bon, est-ce que cette adresse ressurgit dans des sites de location où il y a la location qui se fait, etc., pour que vous ayez un contrôle et qu'il y ait des amendes, hein, qu'il y ait une contrainte, parce que les propriétaires, bon, j'ai travaillé un peu sur l'insalubrité, ils réagissent surtout, dans le fond, aux amendes, à la menace, etc. Et donc, je me demandais par rapport à ça, j'ai peut-être moins vu, et c'est là-dessus que je termine, dans votre rapport, si vous aviez des suites ou des choses à envisager, plus peut-être sur les implications un peu politiques de tout ça, parce que je pense que c'est vraiment un travail remarquable. Je sais que c'est un travail long, parce que aller chercher les décisions à la pièce, c'est pas évident, les analyser, etc., c'est très long, mais en tout cas, pour ça, je suis vraiment très heureux de pouvoir avoir lu le rapport, mais je me demandais, bon, est-ce qu'il y a des suites que vous envisagez à ce niveau-là? Merci. J'imagine que vous avez pris en note les questions parce que je passerai la parole à Martin Blanchard, puis ensuite on ouvrira la période de discussion et de réponse aux questions. Alors Martin, la parole est à toi. Merci Louis. Bravo pour cet excellent... attendez là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Bravo pour ce rapport, Renaud, Pascal, qui est vraiment excellent. Et je pense qu'une des choses importantes qu'il fait, c'est qu'il remet sur les pieds la représentation qu'on peut avoir du tribunal, parce que c'est absolument vrai qu'il y a une représentation caricaturale qui circule beaucoup au Québec, où on pense que le tribunal est en faveur des locataires, et on entend souvent ça. Et là, ici, on démontre, preuve à l'appui, que ce n'est pas le cas. Et c'est un message très important à faire passer, puisque si on veut obtenir des changements législatifs, et là-dessus, je suis totalement avec Xavier, si on veut obtenir des changements législatifs, ben, il faut aussi comprendre la situation sur le terrain comme elle est. Et je trouve que la démonstration est excellente là, au niveau de la procédure elle-même, comment la procédure se déroule et favorise la partie propriétaire simplement du fonctionnement de la procédure elle-même. Et le TAL peut être en défaut de faire fonctionner cette procédure-là plus facilement qu'il ne faudrait, ça c'est clair, mais il y a aussi un problème au niveau des lois, de la façon qu'elles sont écrites et les lois qui sont manquantes aussi. Il faut bien faire appliquer ça. Sur la facilité procédurale, ce que j'aurais à dire, c'est absolument le cas pour avoir travaillé avec des locataires
avoir été dans des audiences. C'est déconcertant de la façon avec laquelle les juges vont tenir compte du projet économique du propriétaire dans une cause de reprise. Puisqu'une reprise de logement, l'idée derrière la reprise du logement, n'est-ce pas, c'est que c'est comme une faveur que fait la loi pour des raisons humanitaires. C'est de dire, ben, le propriétaire, il a sa pauvre mère, il y a ses enfants qui veulent un logement. Et donc, quelque part, la loi fait une exception au droit au maintien dans les lieux en disant ben, c'est pour des raisons humanitaires. Ce n'est pas la même chose pour une éviction, agrandissement, là, c'est réellement un projet économique. Mais ici, on a une cause humanitaire. Et puis, lorsque les juges entendent la partie propriétaire et qui avance comme argument économique, par exemple, de dire ben, je reprends le logement le moins cher de l'immeuble parce que mon plan d'affaires ne me permet pas d'en reprendre d'autres. Donc, ça, c'est un argument économique et les juges vont recevoir ça. C'est-à-dire le locataire qui habite le logement le moins cher de l'immeuble est visé par la reprise, alors qu'il y a d'autres logements qui sont loués plus cher, qui sont vacants, mais le juge va accorder la reprise au locataire qui paye un loyer moins cher en disant ben, c'est le projet économique du propriétaire qui va primer sur le droit au maintien dans les lieux de locataire, ce qui est absolument aberrant, sachant qu'il y a un logement de libre dans l'immeuble. Et donc, c'est le commentaire que j'aurais à faire, c'est-à-dire sur la facilité procédurale. Ben, le TAL est un peu pris en défaut ici. Ce n'est pas seulement la loi, mais c'est la façon dont les juges vont administrer la loi. Jamais un juge va demander, par exemple, au propriétaire de fournir la liste des logements vacants qu'il possède. C'est pourtant quelque chose qu'il pourrait faire au niveau des justificatifs documentaires fournis par le propriétaire. Il ne le fait pas. Le locataire ne peut pas savoir quels autres logements sont vacants en possession du propriétaire. Le juge pourrait facilement exiger ça. Certains avocats, par exemple, vont faire un subpoena pour demander la liste, mais bon, c'est des stratégies des avocats qui ne sont pas toujours disponibles pour les locataires. Donc, voilà, au niveau, c'est-à-dire, premier commentaire là, qui est vraiment plutôt, on pourrait creuser cette facilité procédurale-là, on pourrait la creuser de différentes façons, et c'est vraiment très intéressant. L'autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est toute la question de favoriser l'entente en début d'audience, alors qu'on n'a même pas entendu si le projet est légitime ou non, on n'a même pas regardé s'il y avait présence de fraude ou de malveillance. Bien, on va pousser l'entente alors que l'entente, elle est au désavantage des locataires puisque les locataires veulent garder leur logement. Et ce que les locataires nous disent, c'est ben, moi, le juge me proposait une entente, puis moi, je ne voulais pas être de mauvaise foi, fait que j'ai accepté d'aller, parce qu'à ce moment-là, ce que le juge dit, vous pouvez toujours aller dans une salle de façon confidentielle et négocier une entente. Et le locataire se dit, ah, ben moi, je suis de bonne foi, fait que je ne veux pas mal paraître devant le juge, fait que je suis allé discuter avec le propriétaire. Donc, ça défavorise la partie locataire et c'est une grande injustice, en fait, puisque si on est rendu là, on n'est plus là, dans le cercle d'une entente possible de façon logique et au niveau du principe. Je voudrais juste rajouter quelques points sur l'étude que vous avez faite qui ne sont pas, c'est pas des critiques, c'est réellement là, pour voir comment on peut avoir différents regards sur la situation parce que votre rapport est vraiment excellent. Premièrement, il faut tenir compte du fait que l'enjeu des reprises s'est élargi au Québec, malgré la statistique que vous avez là, sur la majorité, la très grande majorité est à Montréal. Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a comme une culture de locataires à Montréal qui est différente en dehors de Montréal. Lorsqu'on est dans des régions, même surtout les régions éloignées, mais même dans des régions, je ne sais pas moi, la Montérégie, l'Estrie et autres, on est dans des ensembles urbains beaucoup plus petits et les locataires vont résister, en fait, vont pas vouloir s'opposer, vont pas vouloir avoir leur nom, vont pas vouloir avoir une réputation de locataire qui s'entête contre un propriétaire parce que ça les désavantage beaucoup dans la recherche d'un logement.
il y a réellement très peu d'opposition aux reprises en dehors de Montréal. Donc, les statistiques que vous allez chercher ne vont pas rendre compte de ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets de reprise qui ne sont pas opposés en dehors de Montréal parce que les locataires ne veulent pas s'y opposer parce qu'ils craignent d'avoir une mauvaise réputation. En Gaspésie, par exemple, c'est absolument très mal vu de s'opposer à son propriétaire, ne serait-ce que pour des hausses de loyer, pour toute autre sorte de raisons. Donc, on ne va pas retrouver ces statistiques-là dans les travaux du tribunal, puisqu'il y a une culture assez différente là, au niveau des locataires. Autre chose aussi, c'est qu'à Montréal, étant majoritairement locataire, puis ayant une longue histoire de locataires qui sont mobilisés, bien, les locataires s'échangent des informations, une entraide, un soutien, un réconfort. Il y a 25 comités logement à Montréal, alors qu'en Gaspésie, il n'y en a pas. Donc, par exemple, c'est des situations à tenir compte, là, comment ça se fait qu'il y en a plus à Montréal. L'autre chose à considérer, c'est que si la présence d'avocats, effectivement, je suis un peu surpris du 10%, mais en même temps, je me dis, quand on pense à la facilité procédurale, il ne faut pas s'étonner non plus. Mais attention, ça n'inclut pas les désistements. Donc, lorsque les locataires ont des avocats, ils vont obtenir beaucoup plus facilement des désistements avant audience avec une entente qui favorise énormément les locataires. Là, des montants là, de 30 000 et plus, ce n'est pas rare au niveau des ententes que les avocats négocient avant l'audience. Et puis là, il y a un désistement, puis ça ne paraît pas encore là dans les travaux du tribunal. Donc, c'est peut-être dur d'aller chercher là, tout le nombre de causes déposées. Il y a peut-être une demande d'accès à l'information à faire, mais ça serait intéressant de voir combien de désistements ont été obtenus avant l'audience au niveau des reprises. Et d'ailleurs, dans les travaux que j'ai faits avec le comité logement, on considérait ça comme de la malveillance, c'est-à-dire lorsque le propriétaire envoie une demande de reprise puis qu'il y a un désistement, ça veut dire qu'au fond, son projet n'était pas si légitime que ça, il ne veut pas trop se rendre devant le tribunal. Il préfère négocier une entente et on n'est pas face à un projet de plein droit. Ensuite, une chose à mentionner, c'est que dans tous les jugements, dans les 2000 jugements et plus qu'il y avait eu l'année passée, puis à chaque année, il va toujours y avoir une mention à la fin du jugement disant « Oui, mais le locataire conserve toujours ses droits de recours en cas de poursuite, en cas de reprise de mauvaise foi. Et donc, c'est comme si le tribunal se dit « Bien, on va autoriser la reprise, même si on a certains doutes, parce que de toute façon, le locataire, après, peut poursuivre en cas où il y a réellement une mauvaise foi. » Le tribunal ne va pas trop creuser parce qu'il y a cette possibilité-là pour le locataire si jamais il constate une mauvaise foi. Mais on le sait, les locataires ne poursuivent pas pour mauvaise foi. La première chose à dire, c'est que c'est une expérience extrêmement traumatisante de se faire enlever son logement alors qu'on paye son loyer et qu'on n'a rien fait de mal. On ne veut pas retourner là-dessus. On ne veut pas retourner à cette expérience-là. On ne veut pas refaire ce moment-là dans la vie qui entraîne des conséquences très graves au niveau de la santé mentale. Mais l'autre chose, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle, puisqu'on va on va se retrouver face à une longue procédure juridique, d'entraîner des frais, et puis on va avoir un 5 000 $ de compensation. Et si on est sur l'aide sociale va couper le montant de compensation qu'on a eu au niveau de l'aide. Donc, ça ne donne 0 $ pour les personnes sur l'aide sociale et ils sont ciblés de façon complètement exagérée au niveau des reprises et des évictions parce qu'ils payent moins cher de loyer, puis vous l'avez montré, c'est souvent ces cas-là qui subissent des reprises. Donc, cette fausse alternative d'une poursuite possible en cas de mauvaise foi, c'est pour moi un scandale que ça se retrouve dans chaque jugement. Et puis, ça serait intéressant, là, si vous continuez votre travail, d'aller voir là, ben, qu'est-ce qu'il y a ensuite comme recours, puis comment les locataires exercent leur recours. Enfin, sur le point de Xavier de rajouter plus, d'avoir une meilleure régulation du système légal qui entoure le logement, évidemment, oui. Le RECLAC
On a une revendication qui est que toutes les reprises aient un contrôle obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas de gré à gré une reprise, on va au tribunal, il n'y a pas d'avis qui est envoyé au locataire. Si le propriétaire veut une reprise, il dépose une demande au tribunal et on va examiner le projet. Étant donné que, à mon sens, la majorité des demandes de reprise sont frauduleuses ou malveillantes, ben, on ne va pas se retrouver avec énormément plus de demandes de reprise. On va en avoir plus, oui. Ben, le tribunal, à ce moment-là, qui exerce le droit au maintien en les lieux pour les locataires. Les locataires ne se retrouvent pas en situation d'avantage de négocier de gré à gré une reprise. C'est une fausse solution. Donc, il y a un contrôle obligatoire pour vérifier si les projets sont réellement légitimes ou non. Et surtout qu'il y ait un suivi obligatoire. Et là-dessus, Xavier, je dirais, il n'est pas nécessaire d'avoir un inspecteur. Effectivement, ça serait cher. On a simplement demandé à la partie qui a obtenu la reprise de venir prouver 1 an après que le projet est effectivement légitime. C'est-à-dire, 1 an après la reprise, il doit démontrer que l'adresse du logement repris est bel et bien occupée par le bénéficiaire de la reprise. C'est tout. Et s'il ne réussit pas à le prouver, ben à ce moment-là, automatiquement, on tombe en poursuite pour mauvaise foi. Donc, ce serait un mécanisme automatique qui serait facile à installer de façon administrative et qui n'exige pas de ressources supplémentaires, sauf celles là, d'examiner des documents qui sont déposés en preuve, et ce serait assez facile à faire. Donc, je pense que c'est un recours, c'est une amélioration de la loi qui serait possible à faire sans que ça soit extrêmement onéreux et ça protégerait beaucoup plus les locataires. Mais ce que je dirais là-dessus, c'est que ça fait longtemps qu'on a ces revendications-là, qu'on les a réfléchies et qu'elles sont bien présentées. Mais ensuite, c'est le rapport de force et c'est la volonté politique qui n'est pas au rendez-vous. Voilà pour mes commentaires et encore une fois, bravo. Merci beaucoup, Martin. Il nous reste une quinzaine de minutes là, à l'horaire qui avait été annoncé. J'imagine que Renaud et Pascal doivent avoir envie de commenter les commentaires ou les questions qui leur ont été posées. Mais en même temps, je voulais m'assurer qu'on ait du temps aussi pour prendre d'autres questions parmi les participantes. Alors, peut-être que je pourrais vous donner un petit 2 minutes là, pour vraiment peut-être faire quelques réactions à ce qui vient d'être dit, puis après ça, je passerai la parole aux participants et participantes qui ne se sont pas prononcés encore. Ben, merci pour les commentaires, vraiment. Et la première chose que je veux dire, c'est que en plus, je crois que j'ai vu Camille, mais je veux remercier Camille et Marie qui ont travaillé sur le projet. Là, Camille est là, c'est les étudiantes qui ont contribué au projet. C'est eux autres qui ont fait le gros du travail là, par rapport à ça. Puis c'était pas juste un travail clérical, là, il y avait aussi de l'interprétation de données à faire, puis ils ont fait vraiment un travail là, exceptionnel. Là. Ça aurait pu faire des mémoires de maîtrise facilement, là, ce qu'ils ont fait, puis ils étaient au bac, là, fait que je les félicite pour vrai. Là, sans elles, ce projet-là serait vraiment autre chose. Puis vite fait, là, pour répondre aux questions, mais c'est premièrement, Martin, les commentaires par rapport à. Je pense que c'est vrai qu'il faut regarder, nous, on a mis ça de côté, mais peut-être qu'il faudrait regarder aussi comment la mise en œuvre des droits par rapport aux reprises de mauvaise foi, comment ça se met en œuvre, qu'est-ce qui est demandé aux locataires, parce que là, dans ce cas-là, les preuves doivent être déposées par les locataires, là, quelles preuves ils doivent mettre en place, puis c'est quoi les difficultés par rapport à ça, puis les montants qui sont donnés. Je pense qu'il faudrait comme l'inclure. Puis les éléments contextuels que tu as mentionnés là, pour les prochaines parties de la recherche, on va en tenir compte. Je pense que c'est important. Puis c'est bien que aussi que tu sois présent justement pour ces éléments-là, là, cette espèce de regard oblique que nous, on n'a pas. Là, on est face aux données, puis c'est des choses qu'on ne connaît pas, ça va nous permettre de nuancer les données, puis en particulier la cartographie là, par rapport à ça. Pour ce qui est des recommandations, j'avoue qu'on n'a pas pensé à faire des recommandations parce que peut-être que c'est aussi que les données m'amenaient à des recommandations que le RECLAIC a déjà finalement. C'est-à-dire que le registre, limiter la reprise, voire même
un moratoire sur les reprises elles-mêmes puis les évictions. Tu sais, c'est des trucs qui découlent. Tu sais. Je pense qu'il faut réfléchir au processus judiciaire avant même de pouvoir continuer à autoriser ces processus-là. Puis, tu vois, c'est les mécanismes, par exemple, que Martin parlait pour la question, qui fait partie des revendications du RECLAC pour que le propriétaire soit obligé, dans le fond, de faire la preuve que le projet a été mis en œuvre. Tu sais. D'ailleurs, il n'y a pas de preuve non plus qui est demandée pour les projets d'éviction. C'est-à-dire, tu le déposes, tu as un plan, puis si tu le fais pas, puis tu décides tu sais, de louer à d'autres mondes, dans le fond, tu as le droit il n'y a rien qui t'empêche de le faire, à part le fait que les personnes qui ont été expulsées peuvent te poursuivre. Donc, je pense que c'est là que se situe la clé, c'est-à-dire la mise en œuvre du droit. Puis ensuite, l'autre élément qui est peut-être contextuel qu'on n'a pas mis, mais c'est ça, on n'a pas mis explicitement parce que peut-être que j'en suis trop conscient, c'est que tout ce rapport-là, il est limité par le non-recours au droit. Là. On s'imagine bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui signent sans se poser de questions un avis de reprise de logement. Tu sais. Donc, c'est la pointe de l'iceberg de tout un phénomène qui dépasse largement les statistiques qu'on a déposées. Puis là, il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça, le non-recours au droit dans le domaine du logement qui est assez vastement reconnu aussi, là, qu'on aurait pu peut-être spécifier comme élément contextuel dans le rapport. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Pascal, mais... Bah, je voulais juste dire que le statut des personnes qui se font expulser, on ne l'a pas mentionné parce qu'on ne l'avait pas dans On ne les l'a pas données. non plus, moi. Mais par contre, on serait peut-être en mesure d'aller chercher par un autre biais. Et ça serait vraiment intéressant, surtout qu'on parle là dans le cadre d'un profil de l'Observatoire des profilages, donc de savoir qui est expulsé et de faire la preuve que c'est des personnes plus vulnérables et qu'on crée en plus de la vulnérabilité, comme tu mentionnais, Xavier. Ça, je pense que ça serait vraiment super intéressant, mais ça demande, faut qu'on pense à une stratégie de recherche pour arriver à avoir ces données. Puis, On a les noms des locataires, mais Mm. il faut comme trouver les numéros de téléphone. C'est ça, c'est le travail à la mitaine, mais c'est faisable à faire. Ouais. Merci. Maintenant, y a-t-il des questions parmi les autres participants et participantes?